Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a prêté serment ce lundi au palais présidentiel, une semaine après sa désignation à ce nouveau poste créé par la Constitution promulguée en novembre 2016. L'actualité politique ivoirienne a été très animée la semaine dernière avec la confirmation d'institutions capitales, la nomination du vice-président, la formation du nouveau gouvernement avec un nouveau premier ministre, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Nous revenons pour cette édition sur ces actes majeurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a accepté d'accueillir jusqu'à son investiture le président élu gambien Adama Barrow à la demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette investiture aura lieu le 19 janvier prochain. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Heureux de vous retrouver et bonne et heureuse année 2017. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a prêté serment ce lundi au palais présidentiel, à une semaine après sa désignation à ce nouveau poste créé par la Constitution promulguée en novembre 2016. Cette prestation de serment s'est donc faite conformément à la Constitution ivoirienne. C'était en présence des membres du Conseil constitutionnel, du président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et autres présidents d'institutions. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, lors de sa prestation de serment. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous traduire l'expression renouvelée de mon infinie reconnaissance. C'est un sentiment de très profonde gratitude qui m'habite. Je voudrais également vous traduire ma grande fierté de servir sous la haute égide du grand homme d'État que vous êtes. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'occasion est opportune pour traduire également ma sincère gratitude au Président Aimé Henri Konan Bédié, Président du Présidium des partis du RHDP et Président du PDC-RDA, à qui je rends hommage pour ses sages conseils et son amour sans faille pour la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez clairement tracé dans votre message de vœux à la Nation pour l'année 2017 vos priorités actuelles et futures, en continuité de vos actions passées pour accélérer le développement de notre pays, toujours dans la perspective de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour ma part, j'accueille ma nomination en qualité de vice-président comme s'inscrivant dans la continuité du service de l'État sous votre haute égide. Je me considère dans ces nouvelles fonctions comme étant en mission sous votre haute conduite éclairée pour apporter ma modeste contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je sais que je trouverai toujours auprès de votre Excellence les orientations, les conseils et les instructions avisés à cette fin. Excellence, vous me permettez de saisir l'opportunité que m'offrent ces cérémonies pour, et vous me comprendrez très aisément, rendre publiquement un hommage mérité à ma chère et tendre épouse, Clarisse Aya Duncan. Son amour et son soutien m'ont toujours été très précieux dans les différentes fonctions que j'ai occupées. Je n'oublierai pas d'associer à cet hommage mon cher fils, Albert Duncan. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais pour clore mon adresse vous réaffirmer mon engagement et ma détermination à servir la Côte d'Ivoire suivant les orientations et les instructions qu'il vous plaira de me donner. Je me déclare donc prêt à vos côtés pour relever les défis futurs en vue de réaliser votre grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Je vous remercie de votre aimable attention. Votre information, nous vous le disions dans nos titres, l'actualité politique ivoirienne a été très animée la semaine dernière avec la confirmation d'institutions capitales, la nomination du vice-président par exemple, la formation du nouveau gouvernement avec un nouveau premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Adama Koné revient sur ces actes majeurs. Jamais la météo politico-militaire n'a été autant mouvementée en si peu de temps qu'en ce début d'année 2017.
En moins de 72 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré des changements de taille à la tête d'institutions capitales. Retour sur les faits. Acte 1, tout commence le lundi 9 janvier dans la matinée, avec la nomination de nouveaux chefs à la tête des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Acte 2, toujours ce lundi matin, la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de son gouvernement, ouvrant du coup la voie aux députés ministres pour se rendre à l'hémicycle dans l'après-midi qu'avec une seule casquette, celle de député. Toute chose qui permet d'enregistrer le troisième fait majeur de la journée du 9 janvier. Acte 3, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro remplit le perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais les députés se redonnent rendez-vous le lendemain matin. Acte 4, mardi 10 janvier. C'est avec son statut de représentant du peuple que l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le premier du genre. L'acte 5 se déroule en fin d'après-midi de ce mardi 10 janvier. Celui qui venait de lire les communiqués de la démission du gouvernement et de la nomination du vice-président, le secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly, quitte son poste pour s'installer dans le fauteuil de Premier ministre, devenant le premier responsable de la primature. L'acte 6 se devine aisément. La formation du nouveau gouvernement, dernier élément du puzzle politique de la semaine, intervenant le mercredi 11 janvier 2017. Elle est tout à fait autre chose. À présent, cela peut paraître banal, mais dangereux, très dangereux. La présence de chats dans les épiceries ou autres lieux d'alimentation, le contact avec les produits comestibles peut être source de maladies. On en parle avec Guillaume Zéré et Malika Coulibaly. Dans cette boutique, on peut appeler ces chats les gardiens du temple, employés pour traquer les souris voleuses. Le chat, on l'amène pour les souris, puisque les souris percent les sacs de riz, les farines, les laits en poudre. Comme dans cette épicerie, ce sont plusieurs autres commerçants qui se servent des chats pour protéger leurs marchandises. Une pratique efficace au revers inimaginable. Moi, j'ai trop élevé les chats. C'est à cause que je ne peux pas garder les chats encore. Parce que les chats, quand tu mets dans une boutique, là, ça vient une maladie pour donner ça aux gens. Il y a des fois, il fait tch, tch. Donc ça là, il peut prendre ça dans un bonbon ou bien un biscuit, il peut manger, les enfants ils vont prendre. On ne sait pas où maladie est sortie pour trouver les enfants. Le poil du chat sur la nourriture, un danger qui menace la santé autant que les souris voleuses. Une réalité heureusement connue des autorités de l'alimentation en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des animaux, donc notamment des chats, dans les boutiques, ce sont ces risques que nous voulons, je dirais, aujourd'hui réduire dans la mise en place d'un label, d'un mécanisme qui permettra donc de changer le point de vue qu'on a de ces boutiquiers-là, le point de vue qu'on a de ces restaurateurs. Se mettre en règle ou se faire sanctionner, une méthode qui porte des fruits. Interpellée sur le fait, la communauté mauritanienne, principale tenancière des épiceries en Côte d'Ivoire, comprend le bien fondé de l'action. On est prêt pour les accompagner jusqu'au fond parce que c'est quelque chose qui est important pour la santé, pour la vie des gens. Donc, le message que je lance à mes patriotes, qu'il n'y a qu'à comprendre cette affaire, c'est une affaire simple, c'est pas contre quelqu'un. Mettre de l'ordre dans les boutiques, mais pas que. L'ARMA, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, veut aller plus loin. Tant que nous allons constater que je dirais une résurgence de mauvais comportements, nous allons donc être contraints de sévir. Nous avons dû, je dirais, mettre un peu en veille nos actions coercitives sur le terrain. Nous avons donc dû les mettre en veille pour nous appesantir sur la formation à la demande de ceux-mêmes qui avaient commis quelques erreurs. Manger est source de vie, mais un détail pourrait tout faire basculer. Un lieu d'alimentation mal tenu peut être un danger pour la santé. Et cette information, avant de poursuivre cette édition, la grève des fonctionnaires se poursuit. Elle est plus visible dans le secteur de l'enseignement. Certaines manifestations de groupes d'élèves ont été constatées à certains endroits de la ville.
Parlons de santé. Dans cette édition, plusieurs enfants de la commune de Port-Bouët sont vaccinés contre l'hépatite B grâce à la fondation Levita Inter, un groupe de chanteurs chrétiens. Ces enfants recevront au terme de cette campagne de vaccination 3 doses qui leur permettront d'être immunisés contre cette maladie. Cita Soro. Que vaut la foi sans les œuvres? Le groupe chrétien Les Lévites Inter l'a bien compris et a décidé d'adjoindre à sa foi chrétienne des œuvres. Combattre l'hépatite B en fait partie. 500 enfants de la commune de Port-Bouët ont donc été immunisés contre cette maladie. L'hépatite B est une maladie extrêmement dangereuse, une maladie qui n'épargne personne dans les familles, à l'école, partout. La transmission de mère-enfant. En tant qu'ambassadeur de la lutte contre cette pathologie en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous avons décidé de conjuguer les efforts, de lutter contre cette maladie. Stop à l'hépatite B avec les Lévites Inter, c'est le thème de cette campagne qui, selon les organisateurs, a pour objectif final immuniser 5000 enfants sur toute l'étendue du territoire national. Une campagne pilotée par l'Institut national de l'hygiène publique INHP. Cette activité a pour parrain spirituel le père Norbert Erika Bécan qui soutient également cette action. Partout où l'on célèbre la vie, j'y suis. Partout où l'on combat le mal, j'y suis. Et l'hépatite B est un mal. On nous dit que c'est un mal qui silencieusement détruit nombre de personnes. 13% de la population ivoirienne est infectée par ce virus mortel et contagieux, soit environ 2 millions de personnes. Un virus qui a le même mode de transmission que le sida, en plus de se transmettre par la salive. Le centre hospitalier régional de Séguéla vient de primer ses meilleurs agents, une initiative pour les encourager à offrir des soins de qualité aux populations du Ourodougou. Thérèse Tapeyoboué. Sidi Ouattara, médecin généraliste en poste depuis 1 an au CHR de Séguéla, est le meilleur agent de cette structure sanitaire. Il a été choisi parmi 11 nominés pour cette édition pour son abnégation au travail par un jury composé du personnel ainsi que des communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes. Sidi Ouattara succède ainsi à l'ambulancier Bassi Touré, vainqueur de la précédente édition. Pour le directeur du CHR, cette initiative vise à offrir des soins de qualité aux populations. Le prix d'excellence au pays, donc aux instructions laissées par Madame la ministre, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des soins. Et nous pensons que améliorer la qualité des soins sans agents motivés ne saurait être fait. Depuis que nous avons instauré donc ce prix-là, eh bien, la qualité des soins s'est sensiblement améliorée. Les nominés proviennent de tous les services du CHR. Chauffeurs, agents d'hygiène, infirmiers, sages-femmes, médecins et autres ingénieurs. La célébration de l'excellence au CHR de Séguéla a été aussi l'occasion d'un tournoi de football et d'une conférence sur le mariage civil. Le CHR de Séguéla a été érigé en hôpital de référence en 1998. Il compte 120 agents, dont 13 sages-femmes, 20 infirmiers et 12 médecins. La Côte d'Ivoire a commémoré il y a de cela quelques jours à l'initiative et à l'instant des pays du monde la journée internationale des personnes porteuses de handicap. Une manifestation qui a réuni plusieurs personnes handicapées au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Devisoyo, Malika Koulibaly. Les personnes porteuses de handicap ne veulent pas rester en marge des nouvelles institutions qui marquent la Troisième République de Côte d'Ivoire. Elles comptent s'inscrire durablement dans l'insertion socio-économique et souhaitent être associées aux prises de décisions les concernant. L'objectif, c'est pour attirer l'attention de nos décideurs politiques sur la nécessité de notre représentativité dans nos institutions. Les personnes handicapées estiment que la question qui les concerne échappe plus ou moins aux décideurs par le fait de leur absence dans les arcanes des décisions. L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, APSI, et le Groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, JFC, mènent campagne ensemble pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et surtout leur intégration dans la vie socio-professionnelle. Nous demandons l'employabilité des personnes
handicapés diplômés dans le secteur privé et dans le secteur public à travers l'institutionnalisation du recrutement dérogatoire des personnes handicapées. Ce n'est pas tout. Les personnes en situation de handicap souhaitent acquérir une prise en charge automatique au plan santé pour leur bien-être. De la Troisième République à la représentativité des personnes vivant avec le handicap dans nos institutions, quel impact socio-économique est le thème de la première conférence de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire en collaboration avec les autres organisations des personnes en situation de handicap. Et bientôt, des pilotes seront formés à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour les compagnies aériennes de la sous-région. Pour mettre en place cette école d'aéronautique, l'INPHP bénéficiera de l'expertise de l'École française de formation de pilotes de ligne d'Airways College. Michel Digré. C'est un accord qui donnera certainement des ailes à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le partenariat entre l'INPHB et l'École française de formation de pilotes de ligne Airways College permettra de former à Yamoussoukro des élèves pilotes pour les compagnies aériennes de la sous-région. C'est un grand projet, mais je pense que c'est également un grand projet à l'image d'une grande école comme la vôtre et à l'image d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on met tous les ingrédients sont là pour vraiment réussir et faire de cette école, je dirais, une vitrine de la formation aéronautique en Afrique. La réalisation de cette ambition nécessitera un soutien décisif de notre pays, car cela exigera des investissements relativement lourds, à savoir l'aménagement et l'équipement de l'aéroport de Yamoussoukro en termes de construction de hangars pour parquer les aéronefs, l'acquisition de matériel adapté, notamment des simulateurs, des avions pour les stages pratiques et les outils de maintenance. Le projet nécessitera aussi le recrutement d'instructeurs qualifiés. La première promotion de 15 pilotes a déjà effectué la formation théorique à Yamoussoukro et parachève la formation pratique à Airways College en France. Dès leur retour, ils voleront pour la compagnie aérienne ivoirienne. Notre objectif ou notre vision, c'est qu'on souhaite transmettre une passion. Et s'il y a une chose qu'on souhaite réaliser, c'est qu'il y a des milliers de jeunes Africains qui ont demain leur bureau dans le ciel. Pour la première fois, la Direction générale de l'aviation civile française a accepté de délocaliser les examens et de les organiser à l'INPHB de Yamoussoukro. Michel Digré, autre sujet, l'amicale des anciens de l'AMC veut réaliser une école communautaire d'une valeur de 50 millions de francs CFA dans la ville d'Anyama, une école qui vient renforcer les actions sociales que cette structure mène depuis 2009. Ces 50 millions seront mobilisés cette année même. Plus de détails avec Kwasi Mamadou. 50 millions de francs CFA. C'est le montant mobilisé au cours de cette année 2017 pour la construction et l'équipement d'une école communautaire dans la ville d'Anyama. Un défi pas impossible pour les 3A, amicale des anciens de la UMC, association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Ce genre de challenge, les 3A l'ont toujours relevé pour des actions de bienfaisance. Le président de cette structure, Bakayoko Siandou et ses camarades, comptent maintenir leur assistance aux personnes vulnérables. Depuis 2009, l'amicale des anciens de la UMC apporte régulièrement son soutien aux structures et à des particuliers dans l'objectif principal d'un mieux-être des populations. Les bénéficiaires sont entre autres la Radio nationale islamique Al-Bayan en 2009, le service néonatal du CHU de Treichville en 2011 et de la prise en charge en 2012 de 250 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des dons en vivres et non-vivres et des médicaments ont été faits aux pensionnaires de l'Institut Raoul Folero d'Azopé et de l'hôpital psychiatrique de Benjerville. En 2015, ce sont des femmes atteintes du cancer, du sein et du col de l'utérus qui ont bénéficié de l'assistance des 3A. Le cheikh Boakari Foufana félicite les anciens de la UMC pour leurs actions sociales. Il invite les 4 musulmans à plus d'initiatives en faveur des couches vulnérables. Cette rencontre a permis également au président des 3A, Bakayoko Siandou, de présenter le programme d'activité de cette année 2017, basé essentiellement sur la ligne de bienfaisance et la formation spirituelle des membres de cette organisation islamique.
Danyama, rendons-nous à Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, où le comité de développement local minier de la mine de manganèse de cette localité a lancé ses activités. Ce comité va donc pouvoir gérer le développement local minier. Honorine Kakoubla, Agnigori. Ce comité de développement local minier de la mine de manganèse de Bondoukou est destiné aux communautés de 14 villages, dont le village de Boromba, pour leur mieux-être. Il couvre plusieurs domaines d'intervention, notamment le développement d'infrastructures et d'équipements de base, le développement des services sociaux de base et du cadre de vie, la promotion de l'emploi, le développement de l'économie locale et le capital humain. Quand les sociétés exploitent, on indemnise ceux qui ont les plantations détruites, mais on prend en compte les préoccupations pour que les populations puissent bénéficier des retombées sociétales produites par la mine. Au lancement des activités de ce comité, son président a exhorté la société de gestion de manganèse à verser au comité de développement local minier les arriérés de prélèvement de 2010 à 2016 pour la réussite de sa mission. Le nouveau code minier indique à l'opérateur minier d'extraire sur son chiffre d'affaires 0,5% pour alimenter la caisse. Et nous voudrions demander aux populations de considérer désormais l'opérateur minier comme un partenaire. Quant aux populations des villages riverains, des sites d'exploitation, elles ont exprimé leur gratitude à la société pour la mise à la disposition d'un fonds pour la réalisation d'œuvres sociales. Je suis très satisfait de ce qui vient de se passer, puisque l'acte est salutaire à plus d'un titre. C'est le 27 novembre 2014 qu'a été créé le comité de développement local minier de la mine de manganèse de Bondoukou. La communauté Peul de Côte d'Ivoire a eu une rencontre d'échange avec ses membres. Objectif, promouvoir le vivre ensemble entre éleveurs et agriculteurs. Compte rendu, Citasoro. Comment valoriser le patrimoine culturel Peul et comment gérer les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont entre autres des questions qui ont trouvé réponse au cours de la rencontre d'échange entre les membres de cette communauté. Il s'agit pour la communauté Peul résidente en Côte d'Ivoire de trouver des solutions durables à ces problèmes. Cheikh Alpha Sidibé, président des éleveurs, initiateur de cette rencontre, a prôné le règlement pacifique des différends qui existent entre éleveurs et agriculteurs. Il a également invité ses parents à scolariser leurs enfants afin de mettre un terme au phénomène des enfants talibés. Selon Cheikh Alpha Sidibé, plusieurs infrastructures socio-éducatives et culturelles sont en cours de réalisation afin de promouvoir la culture Peul qui regorge d'énormes potentialités. Un mot de religion, la mission internationale Source de Vie a organisé une veillée de prière pour confier la Côte d'Ivoire à Dieu. Les thèmes relatifs à l'amour, à l'obéissance et surtout à la paix ont été au centre de cette rencontre spirituelle. Davis Oyo, Eric Goré. Je voudrais que tu pries sincèrement. Prière et adoration en cette nouvelle année, les fidèles chrétiens de la mission Source de Vie confient le destin de la Côte d'Ivoire entre les mains de Dieu. Occasion pour le révérend Kwame Félix de les inviter à prôner les valeurs de paix et d'amour en 2017. L'attitude de notre cœur envers Dieu va déterminer la qualité de l'année. Celui qui vous dit qu'il aime Dieu et qui ne peut pas pardonner à son frère, il ne peut pas véritablement aimer son frère. Tendre sa main à son frère, il ne dit pas vrai, il n'est pas de Dieu. Si nous ne nous repentons pas, tous, Dieu ne nous bénira pas. Un message bien perçu par les fidèles chrétiens qui s'engagent à œuvrer dans ce sens. Il était important qu'on vienne dire merci à Dieu parce que c'est lui-là qui nous a soutenus tout au long de l'année écoulée. On veut passer les 365 jours dans la présence du Seigneur, lui présenter nos vœux, faire toutes choses avec lui pour que l'année nouvelle soit encore meilleure pour nous. L'attitude de vos cœurs déterminera la qualité de votre année. Est le thème de cette rencontre spirituelle. De la nuit jusqu'à l'aube, les intercessions et la délivrance ont donné un cachet particulier à l'événement. Du 18 au 27 décembre dernier, les chrétiens ivoiriens ont effectué un voyage en terre sainte en Israël. Au cours de leur séjour, ils ont visité de nombreux lieux saints et sites touristiques. Thérèse Tapeyoboué. Capharnaüm,
était un village de pêcheurs. C'était le village de Simon-Pierre, l'ami de Jésus. Les ruines de sa maison et la synagogue où Jésus prêchait restent encore visibles. Le lac Tibériade, où l'on parle de la pêche miraculeuse. Sur ce lac, l'ambiance était à la fête. Une manière pour dire merci au chef de l'État pour ce cadeau fait aux Ivoiriens pour ce pèlerinage. C'est un plaisir renouvelé pour moi en tant que chrétien de venir ici en Israël sur les pas du Christ. Quand ça ne marche pas, on pense que parce qu'on est chrétien, tout doit marcher. Non, tout doit marcher parce qu'on croit à Dieu. Et là où on ne s'attend pas, Dieu agit pour nous. La mer morte, un phénomène unique au monde. Elle a reçu également la visite des pèlerins. Et depuis plusieurs années, je rêvais d'être en Israël. Et ce rêve s'est réalisé. Le fait de voir la mer morte. Et nous sommes maintenant sur le site de la mer morte. Nous sommes très contents de toucher du doigt cette eau qui naturellement, où la vie n'y est plus, assez de sel. L'église de la Visitation est à En-Karem, ville de la Judée. Elle commémore la rencontre de Marie et de sa cousine Élisabeth. Ensuite, cap a été mis sur l'église de toutes les nations ou encore la basilique de l'Agonie. Sa construction a bénéficié des financements de plusieurs nations. Dans cette basilique se trouve le rocher de l'Agonie sur lequel Jésus a prié avant son arrestation. Les ruines de la piscine de Bethesda, qui a vu la guérison du paralytique après 38 ans d'attente. Auparavant, à Jérusalem, les pèlerins ivoiriens ont fait le chemin de croix en souvenir de la passion du Christ, jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre qui renferme la tombe du Christ. Autre titre de cette édition, le Sénégal a accepté d'accueillir jusqu'à son investiture pour des questions de sécurité le président élu gambien Adama Barrow à la demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette investiture aura bien lieu le 19 janvier prochain. Yaya Jammeh, actuel président gambien, lui refuse de céder le pouvoir malgré les négociations entreprises par la CEDEAO. Il veut que la Constitution tranche, rappelant que son mandat prend fin le 19 janvier prochain également. CAN 2017, poule C, la Côte d'Ivoire joue ce lundi après-midi contre le Togo, ce sera à 16h. Allez, beaucoup de courage à nos éléphants. À 19h, on aura Maroc-RDC, toujours dans le même groupe, le groupe C. Les résultats d'hier, Zimbabwe-Algérie 2-2. Le Sénégal a battu la Tunisie par 2-0. Rencontre rythmée et riche en actions de but, la première précision est venue du meilleur joueur africain, Riyad Mahrez. C'est lui qui ouvre le score à la 12e minute pour l'Algérie. Le Zimbabwe pratique un football assez technique et volontaire. L'égalisation ne tarde pas. Mahachi marque pour le Zimbabwe. Ils vont très vite sur cette action. Belkiter ne peut que commettre la faute. Penalty pour le Zimbabwe. Mouchekou se joue de Mboli, le portier algérien. L'Algérie a souffert, mais obtient tout de même l'égalisation. Le but porte le nom de Riyad Mahrez. 2-2, le Zimbabwe entend réserver des surprises dans la poule B. Rappelons pour terminer que la Côte d'Ivoire joue ce lundi après-midi contre le Togo. Ce sera à 16h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.